Merci infiniment, Jérôme. C'est un plaisir pour moi, même si effectivement je regrette de ne pas pouvoir être avec vous. C'est un grand plaisir, un honneur et un privilège pour moi que d'avoir participé à ces réunions et que de aujourd'hui présider cette session, première session dans le cadre de ce colloque, qui sera donc une opportunité de mettre en contexte davantage les échanges que nous aurons au cours des prochains jours. Donc, il me fait encore une fois grand plaisir que d'avoir ce rôle. Très rapidement, avant d'introduire les émérites intervenants qui vont justement permettre de davantage poser ce contexte, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions. Dans la mesure où je suis le premier intervenant à parler par les voies de la technologie en utilisant Zoom. Je souhaitais aussi saisir cette opportunité pour partager quelques éléments d'intendance. Premièrement, vous pouvez, pour les personnes qui sont connectées par Zoom, voir qu'il y a vers le bas de l'écran un globe terrestre qui indique interprétation, parce qu'en effet, l'événement auquel nous participons tous est traduit de manière simultanée en 3 langues, anglais, français et espagnol. Donc, j'interviendrai en français essentiellement par déférence envers nos hôtes, mais bien entendu, vous avez à tout moment le libre choix de choisir la langue de votre préférence. Vous pouvez aussi réagir par le biais de l'onglet questions-réponses, encore une fois, vers le bas de votre écran sur la fenêtre Zoom. Vous pouvez cliquer sur cette icône et indiquer toute question ou commentaire que vous aurez que vous aimeriez partager avec l'audience. Lorsque plus tard nous arriverons à la session de discussion, je sélectionnerai aussi bien des questions de l'audience en m'appuyant sur les personnes qui sont présentes dans la salle que des questions et des commentaires qui auront été communiqués par le biais de l'outil Zoom. Ayant partagé avec vous ces points d'ordre organisationnel, et avant encore une fois d'introduire nos émérites intervenants, je voulais très rapidement partager avec vous quelques remarques qui s'inscrivent dans le prolongement des brillantes interventions que nous avons eues en ouverture. Premièrement, encore une fois, en hommage à la ville qui nous accueille, et plus particulièrement à Assau, qui, si je ne me trompe, a fêté l'année dernière ses 900 ans. Encore une fois, tout dépend d'où on commence ce décompte, mais la première référence que j'ai pu trouver à Assau remonte à près de 900 ans. Donc tout à l'heure, on parlait de ce demi-siècle d'existence lié à la Commission mondiale du droit de l'environnement. En ce qui concerne cet espace qui nous accueille, il s'agit plutôt de 9 siècles. Il est toujours important d'avoir cette mise en perspective. Je voulais aussi, toujours dans cet esprit d'hommage à Assau, référer à un des acteurs qui est associé à son histoire, qui est bien sûr le jardinier Le Nôtre. Et cet éminent jardinier qui a, dans une large mesure, contribué à définir le jardin à la française, a aussi, dans le cadre de ces définitions, permis de poser les jalons de ce qui est cette recherche de perfection, en quelque sorte. Et je pense que l'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans droite lignée de cette recherche-là, parce que bien évidemment, lorsqu'il est question de jardin, il est question d'environnement, mais aussi parce que lorsqu'on parle de recherche de perfection, il est aussi important de mesurer notre état d'avancement, où est-ce que nous en sommes rendus compte, nous sommes rendus, afin de toujours être dans une logique d'amélioration continuelle et perpétuelle. Je souhaitais aussi réagir en particulier à 2 éléments qui ont été communiqués lors de la session d'ouverture. Bien entendu, toutes les interventions étant aussi inspirantes les unes que les autres. La première, bien sûr, mon rôle de vice-président, c'est d'évoquer un paragraphe, enfin plutôt une phrase qui a été partagée par la présidente de la Commission mondiale du droit de l'environnement, Madame professeure Christina Voigt, lorsqu'elle disait qu'il était important de connaître davantage les outils que nous avons, ainsi que dans quelle mesure les outils que nous avons, ainsi que dans quelle mesure les normes et les règles environnementales que nous appliquons sont efficaces. Et si elles ne le sont pas, qu'est-ce que nous devons faire pour les changer et les améliorer? Et je pense que dans ce cadre, cela permet aussi
d'avoir un fil conducteur en ce qui concerne les 2 jours qui vont s'en venir. La deuxième, c'est une remarque que Madame Lelièvre a faite en passant lors de son allocution liminaire, lorsqu'elle a évoqué qu'en France, le droit de l'environnement est surtout perçu comme étant un droit des ingénieurs. Et ceci est quelque chose qui m'a interpellé à 2 titres. Premièrement, parce que je suis moi-même aussi bien juriste qu'ingénieur. Alors je me dis peut-être qu'il y avait une certaine fatalité à ce que je me retrouve à exercer dans ce domaine. La deuxième raison, c'est que dans cette session que j'ai l'honneur de présider, nous allons justement être dans cette interface entre les aspects d'ingénierie et les aspects d'environnement et de droit, que ce soit dans ce droit des ingénieurs, mais aussi dans l'ingénierie du droit, tel que représenté plus tard, notamment par Monsieur Basta, qui est, comme vous voyez dans le programme ingénieur, et qui aussi, avec Monsieur Durand, qui a un rôle important au niveau du Conseil national d'information statistique, mais également des intervenants d'éminents juristes que j'introduirai plus tard. Donc, ayant conclu à ce stade cette introduction à cette première session, je souhaiterais introduire, même s'il se passe de toute introduction, pour la présentation générale, le professeur Michel Prieur. Ce qui est indiqué dans le programme, c'est qu'il est professeur émérite à l'Université de Limoges, directeur scientifique du CRITO, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, président du CIDCE, responsable de la ligne de recherche sur les indicateurs juridiques au niveau du CNP. Cette énumération, qui n'est pas exhaustive en soi, démontre avec quelle profondeur le professeur Prieur, en sa personne, est une institution qui reflète l'ensemble des partenaires qui ont convergé afin d'organiser cet événement. Le professeur Prieur également a un fort lien avec la Commission mondiale du droit de l'environnement. Et nous avons bien entendu, comme ça a été indiqué par Christina, accusé note, comme on dit, et de manière positive, la suggestion qui a été effectuée de changer ce de vers un pour dans le nom même de la Commission. Le professeur Prieur, qui est un acteur reconnu et incontournable aussi bien au Maroc en France qu'au Maroc, au niveau international, régional et global, est une autorité sur bien des domaines, dont le domaine qui nous réunit aujourd'hui. À ce titre, en observant les différents commentaires que j'ai pu observer, en observant les commentaires sur Zoom, et pour votre information, nous avons des personnes qui viennent d'Égypte, de Belgique, du Mexique, d'Argentine, d'Azerbaïdjan et du Maroc notamment, parmi les autres qui n'ont pas encore indiqué leur pays de provenance en termes de ceux qui sont connectés par Zoom. Un certain nombre d'entre eux ont indiqué particulièrement souhaiter savoir quand est-ce que serait l'intervention du professeur Prieur. Et maintenant, il me fait plaisir de dire que cette intervention aura lieu à l'instant. Professeur Prieur, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous, chers étudiants qu'on a mentionnés tout à l'heure, mais il n'y a pas que les étudiants de France, il y a des étudiants qui assistent à ce colloque depuis l'Afrique, depuis l'Amérique du Sud également. De nombreux étudiants sont ici présents et je les en remercie. Alors, je dois faire une présentation générale sur notre thème relatif aux indicateurs juridiques. Je vais commencer par faire un diagnostic et ensuite proposer des remèdes ou un remède. Alors, le diagnostic, c'est une question angoissante que je pose. Est-ce que le droit de l'environnement sert vraiment à quelque chose? Alors évidemment, après avoir consacré ma vie au droit de l'environnement, une telle question n'est pas simplement une question juridique, elle est devenue une question métaphysique. On peut douter de l'utilité du droit de l'environnement si on lit d'abord les rapports nationaux qui sont imposés aux États depuis Rio 92, où régulièrement il faut faire l'état de l'environnement, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça dépend des États. Si on regarde ces rapports sur l'état de l'environnement, les rapports nationaux, et en général,
comportent de très belles photos, sont sur papier glacé, avec beaucoup d'illustrations. Et on a du mal à trouver dans ces rapports une mention quelconque de la contribution du droit à l'état de l'environnement, c'est-à-dire au résultat des politiques de l'environnement. Et notamment, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne la contribution du droit international, qui est indissociable, on le sait, de la contribution du droit national. Alors nous, comme juristes de l'environnement, on peut se poser légitimement une question, est-ce que depuis 50 ans, depuis Stockholm, qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine, est-ce que oui ou non, le droit de l'environnement a contribué au progrès dans la protection de l'environnement? Et d'abord, on peut se demander, est-ce que, alors qu'il y a 50 ans de droit de l'environnement, est-ce que véritablement l'environnement s'est amélioré? Alors, évidemment, c'est très compliqué parce que l'environnement, c'est un ensemble complexe dans lequel il y a des tas d'éléments de politique de l'environnement, la nature, les déchets, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, et le bilan de l'amélioration de l'environnement, il est très difficile à faire parce que les progrès ou les reculs ne sont pas les mêmes selon les secteurs de l'environnement. Certains diront qu'on a amélioré la qualité de l'eau en général. Sur l'air, on est un peu plus douteux à cause des problèmes de changement climatique. Sur la nature, ça dépend des endroits. Bref, il est très difficile de faire un bilan scientifique de l'état de l'environnement. Et quand le PNU ou les Nations Unies ou des organisations internationales font des rapports sur l'état de l'environnement, moi j'ai du mal à comprendre si on a progressé ou si on n'a pas progressé sur l'état scientifique de l'environnement. Mais en ce qui concerne la contribution du droit à cet état scientifique, alors là, c'est le mystère le plus total. Alors évidemment, dans certains rapports, on nous dit « Oh, il y a 20 lois sur l'environnement. On a ratifié 20 traités sur l'environnement. » Alors on nous donne beaucoup de statistiques sur le nombre de textes juridiques, et il y en a beaucoup. Sur le nombre de traités, ratifiés ou pas, il y en a beaucoup. Mais on n'a aucune information sur la question de savoir est-ce que ce droit a servi à quelque chose ou pas. Il suffit pas de savoir que dans un pays, il y a eu l'année dernière 50 arrêts des tribunaux sur l'environnement. Alors on dit ah oui, il y a eu 50 arrêts sur l'environnement. Donc c'est très important. Alors d'abord, s'il y a beaucoup d'arrêts, c'est que c'est un signe qu'il y a des problèmes. Et ensuite, ça sert à rien de savoir qu'il y a 50 arrêts. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et surtout, sur l'effectivité, est-ce que ces arrêts ont été exécutés? Qu'est-ce qu'il y a après l'arrêt? Mais là, c'est silence radio. On n'a absolument aucune information, ni dans les rapports officiels, ni, je dois dire, dans la doctrine juridique. Alors, notre ami Antonio Benjamin, l'éminent juge brésilien, ancien président de la commission de l'IUCN, va prendre la parole après moi et va vous parler justement du rôle du juge. Alors, au cœur de ce problème, est-ce que le droit sert à quelque chose? C'est évidemment le thème de l'effectivité qui est au cœur de la réponse. Et c'est pourquoi, dans la séance, je crois, de cet après-midi, un certain nombre d'orateurs éminents de droit national ou de droit international vont nous parler de l'effectivité en droit international et en droit national. Agnès Michelot, Yann Aguilar, Francis Aumont et Laurent Fombostier.
Alors après le diagnostic, le remède. Le remède, c'est la création d'indicateurs juridiques. Mais il n'y a pas de remède miracle. Ce n'est pas un miracle, les indicateurs juridiques. Ce n'est qu'une tentative d'avoir un outil scientifique qui permet d'évaluer et de mesurer l'effectivité du droit. Mais c'est pas ça qui va résoudre le problème de la non-application du droit. C'est un outil qui nous aide à mieux comprendre. Alors, on va d'abord distinguer, pour clarifier le vocabulaire et donc le fond, distinguer l'effectivité de l'efficacité. Et ensuite, on retracera rapidement l'historique, qui me permet, devant Jérôme Fromageau, l'historique des indicateurs juridiques. Alors d'abord, effectivité et efficacité. Tout part de la déclaration de Rio et du principe 11 de Rio 92. Les États doivent promulguer des lois efficaces sur l'environnement. Alors on pourrait ajouter, ils doivent aussi ratifier les traités internationaux sur l'environnement. Ça va de soi. Mais le mot efficace, utilisé dans la déclaration de Rio, a été traduit officiellement par les interprètes anglophones par Effective Environmental Legislation. Effective. Mais bizarrement, effective, en anglais, ne se traduit pas par effectif, comme on pourrait le croire quand on est français. Si on cherche effectivité en anglais, on trouve en réalité une double traduction, soit efficace, soit effective. Et donc, il y a une espèce de confusion linguistique du vocabulaire déjà, entre le mot anglais et les mots français. Et c'est pourquoi je me permets d'interpréter le principe 11 de Rio, qui dit les États doivent promulguer des lois efficaces. J'interprète le mot efficace dans le principe 11 avec une double signification. Une loi efficace ou un traité efficace, c'est celui qui atteint les objectifs poursuivis par la loi ou le traité, à savoir moins de pollution, plus de biodiversité. Ça, c'est l'objectif poursuivi. Si la loi ou le traité réduit la pollution et augmente la biodiversité, on dira qu'ils sont efficaces. Mais pour que une loi ou un traité soit efficace, il y a une condition juridique. Il faut que le texte de la loi ou du traité soit effectivement appliqué. Il faut que le droit ait été utilisé. Une loi ou un traité effectif, qui a un bon résultat, est celui qui a pu mettre en œuvre le respect de toutes les étapes juridiques qui nécessitent l'application du droit. Autrement dit, pour résumer, l'efficacité, qui est le résultat, est conditionnée par l'effectivité, qui est la mise en œuvre juridique. L'efficacité, le résultat, est conditionné par l'effectivité, qui est la mise en œuvre juridique. Et j'en ai la confirmation et la démonstration par le Programme des Nations Unies pour l'environnement lui-même, par l'UNEP, dans la décision 27-9 de 2013, qui est très explicite à cet égard et qui parle, à ma grande satisfaction, de l'effectivité du droit. Je cite cette décision 27-9, qui est très importante.
il faut combattre le non-respect du droit de l'environnement en prenant des mesures pour augmenter l'effectivité des mécanismes d'application du droit en matière civile, administrative, pénale et des institutions. Et en anglais, to combat the non-compliance with environmental law, to increase the effectiveness of environmental law, the effectiveness. Alors, je ne sais pas si on peut projeter, on peut pas le projeter. Bon, alors on le projette pas, parce que pour résumer ce que je viens de dire, j'ai un petit schéma qui est très simple, mais on l'enverra en ligne. Alors, les indicateurs juridiques de l'effectivité du droit, ils vont justement être un outil pour faire ce que je pourrais appeler une radiographie des étapes juridiques dans l'application du droit. C'est une radiographie des étapes juridiques dans l'application du droit. Parce que l'application du droit, c'est pas un coup de baguette magique, il suffit pas de faire comme ça avec les doigts. Il y a le texte écrit, mais l'application du texte écrit, c'est toute une série d'étapes juridiques nombreuses et complexes. Et dans notre méthodologie, pour créer les indicateurs, on a décomposé justement toutes les étapes juridiques de l'application du droit en 6 groupes qui sont autant d'étapes de l'application du droit. Alors, je rentre pas dans les détails, vous le verrez dans le livre que Émilie vous présentera tout à l'heure. On a distingué 6 étapes dans l'application du droit, qui sont des étapes juridiques qui viennent après le texte de la loi. Le texte de la loi, on s'en occupe pas. C'est les théoriciens qui vont faire des commentaires du texte de la loi. Alors, il faut qu'il y ait des commentaires du texte de la loi, mais il faut après l'application effective du texte de la loi, et c'est les 6 étapes que nous proposons. Pour chacune de ces 6 étapes d'application d'un texte ou d'un traité, parce que la méthode est la même pour évaluer l'effectivité d'une loi ou pour évaluer l'effectivité d'un traité. La méthode est la même. C'est les questions qu'on pose qui sont pas les mêmes, évidemment, par rapport au texte qu'on va analyser. Et donc, on va soumettre un questionnaire à un panel d'acteurs qui sont chargés d'appliquer la loi ou le traité, et ce panel d'acteurs va répondre à des questions qui seront ensuite traitées mathématiquement, comme le montrera après moi l'ingénieur Christophe Bastin, qui nous a accompagnés dans cette aventure. Alors, pour terminer, un rapide survol de l'historique de la création des indicateurs juridiques. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, dit-on, et donc je rends à Yacouba Savadogo du Burkina Faso, qui est normalement ici présent, mais je ne sais pas s'il est dans la salle, mais il ne doit pas être loin, puisqu'il est arrivé en France, parce que lors de 2 colloques de droit de l'environnement en Afrique, à Abidjan en 2013 et à Rabat en 2016, ces colloques de droit de l'environnement en Afrique se sont terminés par une déclaration finale dans laquelle ils réclamaient la création d'indicateurs juridiques dès 2013 et dès 2016. Cette demande a été reprise par l'Agence de la francophonie et l'Institut francophone pour le développement durable en 2017, qui m'a permis de proposer une méthodologie nouvelle qui a été évaluée et testée lors d'un colloque de l'IUCN et du PNU à Yaoundé en février 2018.
Et à partir de février 2018, on a développé alors, dans différents contextes, et notamment avec l'appui de la chaire Normandie pour la paix, on a développé des tests, des expérimentations pour tester la méthodologie que j'avais mis au point avec un certain nombre de collègues. Mais je voudrais faire une petite parenthèse sur tes historiques en citant la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Cette convention est de 2001 et elle comporte un article 16 intitulé Effectiveness Evaluation. Effectiveness Evaluation. L'évaluation de l'effectivité de la Convention de Stockholm et dans le traité en 2001. Alors, qu'est-ce que c'est devenu Effectiveness Evaluation dans la Convention de Stockholm? Malheureusement, c'est pas devenu grand-chose. En 2013, les parties à la COP 6 de la Convention de Stockholm ont adopté des lignes directrices pour l'évaluation de l'effectivité de la Convention. Ces lignes directrices ont été révisées en 2019 et ça a été accompagné de la création d'un comité, le comité d'évaluation de l'effectivité. Le comité d'évaluation de l'effectivité. Alors moi, j'ai sauté dessus en disant, voilà, il doit y avoir des indicateurs juridiques au comité de l'évaluation de l'effectivité. Non, 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 il n'y a pas. Il n'y a pas. Et la pauvre Convention de Stockholm se bat pour créer un compliance committee. Ils se sont pas encore mis d'accord, les États, pour créer un compliance committee. Et donc, on est encore loin de l'évaluation de l'effectivité. Mais il y avait une bonne idée, effectiveness evaluation. Alors, au niveau politique et juridique, depuis 2017, les gouvernements semblent s'intéresser au sujet. Le G7 à Bologne. Il faut développer de nouveaux indicateurs. Ça veut dire quoi? À l'heure actuelle, il n'y a que des indicateurs scientifiques. Donc, les nouveaux, ça ne peut être que des indicateurs juridiques ou sociaux. L'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, la 3e, à Nairobi en 2017, où j'étais présent, déclare il faut mettre des indicateurs plus pluridisciplinaires. Qu'est-ce que ça veut dire pluridisciplinaire quand il n'y a que des indicateurs scientifiques? Ça veut dire qu'il faut des indicateurs juridiques. Mais on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire. Et voilà l'accord d'Escazú en Amérique du Sud. Merci l'Amérique du Sud, toujours à la pointe de l'innovation juridique en matière d'environnement. Dans l'accord d'Escazú, il y a un article, 6, paragraphe 8, qui demande aux États de créer des indicateurs communs, c'est dans le traité, pour faire quoi? Pour évaluer l'effectivité du droit. C'est dans le traité. Et le traité d'Escazú utilise les deux mots, effectivité et efficacité, pour évaluer l'effectivité du droit et l'efficacité des résultats. Donc Escazú a compris la méthode des indicateurs juridiques. Conclusion. L'UICN a consacré le lancement des indicateurs juridiques grâce à la résolution 050. Et je voudrais remercier les parrains de cette résolution, parce qu'à l'UICN, il faut être parrainé pour faire approuver une résolution. Alors c'est très compliqué. La SFDE a proposé des résolutions. Une partie ont été rejetées avant même d'avoir été votées. Et par miracle, la résolution sur les indicateurs juridiques a passé toutes les étapes excessivement complexes de sélection, dont je ne sais pas très bien quels sont les critères de sélection pour les projets de résolution juridique.
Mais on est passé à travers par miracle et il y a eu un vote. 83 États ont voté la résolution indicateur juridique et 474 ONG. Donc, c'est un véritable succès. Et donc, merci aux parrains qui sont des ONG d'Argentine, du Brésil, merci Planeta Verde, professeur Benjamin, des ONG du Pérou, des ONG du Vietnam. Malheureusement, je dois dire que le responsable de l'ONG du Vietnam qui a appuyé notre résolution est en prison. Alors, il n'est pas en prison à cause d'indicateurs juridiques, mais il est en prison parce qu'il est victime des défenseurs du droit de l'environnement. Voilà. Je crois que j'ai dépassé mon temps de parole. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur, pour cette brillante intervention. Vous avez couvert effectivement l'ensemble des éléments d'importance par rapport aux indicateurs juridiques qui seront, j'en suis convaincu, approfondis davantage, que ce soit dans le cadre de la présente session ou lors des 2 prochaines journées de ce colloque. Vous avez évoqué l'importance de distinguer entre l'effectivité et l'efficacité, et l'interprétation que vous donnez dans ce cadre à l'efficacité par rapport en utilisant le prisme du principe 11 de Rio. Vous avez aussi, dans le cadre de cette interface, indiqué cette phrase qui, à mon sens, est fondamentale, c'est que le résultat, donc l'efficacité, est conditionné par l'effectivité, donc à savoir la mise en œuvre juridique. Vous avez évoqué des éléments fondamentaux en termes d'étapes pour la définition, donc la mise en œuvre du droit par le fait tel qu'associé à la définition d'indicateurs juridiques, et je ne m'attarderai pas sur ça parce que j'anticipe que M. Christophe Bastin le fera. Et vous avez ensuite, avec brio, dressé cette historique d'avancées qui ont pu consacrer le travail des juristes dans différents continents, notamment en Afrique ou en Amérique latine. Vous avez, pour conclure, évoqué un des axes fondamentaux, un des éléments qui fait que nous nous réunissions aujourd'hui et demain, à savoir cette résolution 050, en rappelant les 4 objectifs qui la composent. Et vous avez aussi indiqué des éléments d'importance qui vont conditionner, je pense, beaucoup des échanges que nous aurons dans le cadre de ces sessions au plus tard. Merci encore, professeur. Notre prochain intervenant étant l'éminent juriste, juriste et juge Antonio Benjamin, je vais passer en anglais à ce stade pour l'introduire. Donc, je laisse quelques secondes afin que les personnes puissent s'adapter ou qui le souhaitent puissent s'adapter au changement de langue. Merci. Je vais donc repasser en anglais et à l'introduction de Justice Antonio. So Justice Antonio is the former president and chair of the IUCN Work Commission on Environmental Law. He was appointed justice of the National High Court of Brazil 15 years ago by President Luiz Inácio Lula da Silva. He was previously a career assistant attorney general of the state of Sao Paulo for over 20 years, where he headed the Environmental Protection Division. In 2015, Justice Benjamin was appointed justice of the Superior Electoral Tribunal of Brazil, having acted as its electoral inspector general ever since. The biography of Justice Antonio goes on and on like this, but just like Professor Prieur, Justice Antonio as a person is an institution. He epitomizes the spirit of environmental law, both from his commitment as well as his mastery of the substance at hand. The very event that we are partaking in today, to a large extent, has been envisioned and put in place as part of a cycle that was impulsed by Justice Antonio. And the cycle is entitled the Second World Environmental Law Conference, as was indicated earlier by several of the speakers in the opening session. It has translated into a series of regional events. The first of which having taken place in Mexico earlier this year. Then we traveled. Earlier, Professor Jérôme Fromageau was referring to this idea of traveling. The World Conference on Environmental Law itself is very attuned to this idea of international travel in order to get closer
to the various practitioners of environmental law, wherever they may be in the world, while of course leveraging the power of technology to connecting those that are in a position to connect digitally to such activities. So having started in Mexico, we then went to Fiji. I had the great pleasure of being quite involved and invested in the Africa segment of this Congress. When we looked at desertification and water, this particular event took place earlier this year in Rabat, in Morocco. Just earlier, very recently, as Professor Émilie Gaillard was referring to, we enjoyed the high-level judicial segment in Rio as part of this important Congress. And today it is, in a sense, the start of the end of this cycle that we are united around. The topic of environmental legal indicators is one that is close to heart to Professor Antonio Benjamin. As a leader in our field, as a role model for many of us, it is my great pleasure and privilege to introduce him to continue and contribute his important remarks in the context of this session. Justice Antonio, the floor is yours. Thank you very much. Well, thank you very much. My apologies for speaking in English. It's too early for me here in Brazil to speak in French, and I would probably not be understood, not even by myself. Well, first of all, it's a great pleasure to attend, even if it's by video, this important event. And I think the fact that we end this cycle that my colleague Ayman Chikawe mentioned of WCL events with one on environmental law indicators indicates that we are in the right direction. We should perhaps have started with that and ended with that. This I say just to stress the importance that I give to this theme and to the work that has been led by my colleague, dear colleague, Professor Michel Prier. So many thanks to Professor Christina Voigt and Ayman Chikawe and my other colleagues for selecting this topic in this event that is coordinated by Professor Jérôme Fromageau and the French Society for Environmental Law. I'll divide my presentation into 5 short parts. First, some general introduction, trying not to repeat relevant aspects that were already raised by Professor Michel Prier. Then move to some core issues. Finally, discussing judges and enforcement, and ending with some general remarks. So I begin with general remarks, and I will end with general remarks in the form of questions. Which problem are we here trying to address in the goals? I will not go into the discussion of the vocabulary that was already alluded by Professor Prier, but it's important to mention not just that the English language cannot translate well the difference between efficacité and effectivité, but if we reverse the trend, we are going to see that our Latin language cannot translate key concepts from English that are relevant to our theme, namely compliance and enforcement. In Portuguese, for example, in the 90s, when I organized the first event on compliance and enforcement in my country, I had to struggle with a translation for that. In French, you say mise en œuvre, but in Portuguese and Spanish,
that's something that doesn't translate as easily. So this is the first point that I would like to emphasize. The second is that we here have to identify the problems, and from those problems to identify the goals that we want to address with compliance and enforcement indicators, or as Professor Prieur refers to, indicateurs juridiques. What we want, first of all, is, and it's so obvious, but we need to state so we don't lose the horizon, is to measure the efficacy of environmental laws. But here the problems begin, because we can take a shallow or easier approach and say that we want to measure the implementation of environmental standards. So this is a less ambitious goal for our purpose. Or we can move a little bit beyond this limited scope and say that we want to measure the behavior in practice of specific environmental laws. And finally, we can say, and this is really complicated, and we are going to see why, to say that we want to measure environmental law and environmental legislation in a comprehensive manner. There are many goals here, and some of them have already been addressed by Professor Prieur, but I'd like to emphasize two of them coming from Brazil and Latin America. The goal of transparency, and it's transparency not just to shame, it's transparency to identify areas in which the laws have not worked properly or have been, let's be frank, absolutely relevant, but also success stories of implementation that can be copied or used in other areas of environmental law or in comparative environmental law. The second main goal that I would like to emphasize is that with transparency comes the goal of state control or control of the state by society, and how the state is implementing environmental laws, stage of integrity of the state, and some of the barriers that this project faces in many parts of the world comes precisely from that, because the states or the state, especially in authoritarian regimes, doesn't want to be controlled. The theme is not new. What is new is the emphasis on within IUCN and the emphasis within WCL. OECD, INES, and the World Bank spent the beginning of the 2000 working on compliance and enforcement indicators for environmental law. I was part of that work. Everything is what was produced is available. A lot of work was put in that effort, including one big event, big conference at OECD in Paris. The new kid in the block is Motion 060, measuring the effectiveness of environmental law using legal indicators. To me, this is not just repeating what was done by OECD, INES, and the World Bank, but it is a paradigm shift within the largest conservation and oldest
conservation organization in the world, which is IUCN. But also challenging the legal community within WCL, and we have the chair and the deputy chair of WCL with us today, to take this as a fundamental aspect of the work that commission does in protecting the global environment. Let me now move still in this general part, which is the longer part, to the origin of the problem. How did this non-effectiveness or effectivity or efficacity of environmental laws, in plural, appear? It didn't appear just out of the blue. This comes from fundamental features of the legal system. Well, as we know, especially in civil law, less so in common law, the role of the legal community, especially the legislators and the legal scholarship, was to design rights and obligations. That was really what was considered elegant, chic. Implementation, well, that's for the parties themselves, and it's for the state. That's in some cases for the police, for the public prosecutor in areas of criminal law, but that's not the core of our business as a legal community. So we all kept a hands-off approach, focusing on abstract concepts, discussing details forever, and that's important, but forgetting that laws have to be implemented in order to achieve their objectives. So the issue becomes even more relevant in environmental law, but also in the protection of cultural heritage and similar fields of law, because as opposed to traditional droit des obligations, we are not dealing here in environmental law with private goods or biens juridiques. We are dealing here often with ecosystem service or with goods, things that since the Romans have been considered, and I use the Latin terminology that all of us are familiar with, res communis omnium. And as we know, res communis omnium, because they don't belong to anybody in particular, they face huge implementation challenge, particularly because of the so-called free ride aspect or disease. Let me move now very quickly to some core issues that, and I take those from the studies we did in the year 2000, 2003, 2004, 2005, events organized in different parts of the world, including in my own country in Sao Paulo. Initially, when we want to design environmental law indicators, we have to take into account some key features or characteristics. First of all, they have to be relevant. And as you know, we, the legal community, are not too concerned with relevancy of our fields of study. But here we have to look for indicators and areas that are relevant.
Second, they have to be transparent. They have to be credible. They have to be visible. They have to be functional. And they have to be comprehensive. I could spend several minutes in each one of those requirements, but it's not the purpose of this short presentation. But it is at the same time important that we take those aspects into consideration. Beyond those necessary features, we also need to select the typology of indicators. And this is, I will not say a minefield, but it is a forest because we have all sorts of indicators. And we borrow a lot from other areas like health, education, or economy, finance, where indicators have been with public policy and even legislators for many, many years. The first type of indicators, input indicators. That's probably the easiest or less difficult ones to design. Second, output indicators, and the most complex ones. And I think Professor Michel Prouprier is more interested in this third one, outcome in indicators. I close this part of my presentation with a caveat that in environmental law, we don't deal just with things that can be measured easily, like the number of kids in a classroom, or the number of beds in hospitals, how many kilometers have been built in a particular state or country. We are dealing not just with res communis omnium, but we are dealing with intangible values and benefits. And of course, this creates more problems because those values are not just, and I use another Latin term that we are all accustomed to, res extra commercium. They are not in the marketplace, but they are also intangible. We cannot touch them. For example, the protection of landscape, the paysage, beauty, the aesthetics. So those are values very difficult to measure because they vary from the assessment vary from one person to the next. Let me move now to judges and enforcement. Judges have always considered themselves the apex of the legal community. And as I mentioned before, because for the legal community, what really matters, and for PhD dissertations and books, were the abstract themes that, I repeat myself, that was considered elegant. Judges, being at the apex, thought that the implementation of laws was the business of others, but not of us. We had to apply the laws in a manner or another, but we were not concerned by nature with the quality, the general quality of the judicial enforcement of environmental rights. So, what are the other problems that we face when we want to use, even partially, judgments and the institutional organization of the judiciary in order to measure or to help the measurement of environmental compliance and enforcement?
I could spend more time here, but I won't. Let me mention just two points. One, that of all three branches of government, the judiciary tends to be the one that is less transparent. We publish, but not all countries, but we publish our judgments more and more, put them online, and that's it. We don't see as a task of the judiciary to compile and analyze and apply matrix to those judgments, to the numbers, to the quality of the judgments, and also to fit those judgments in a geographical space in order to measure the impact that they have, for example, in deforestation or the protection of mangroves, etc., oceans, just to mention a few of those values. The second very important point that we cannot miss when we analyze judges is what is called the time lag. It's the quality of enforcement has to be perceived by the regulated community as soon as possible. And as we know, judicial procedures take a long time to be concluded. And then comes the next question that Professor Prier asked: what happens after this? After res judicata has been applied to a particular case. So let me end with, as I said, I will begin with some general observation, and I would end with a general observation. In fact, two questions. The first question is, can we say that there is a right to good enforcement of environmental laws? No doubt that most countries have a right to a clean and safe environment, but can we identify also a right to good enforcement of environmental laws? My court, the National High Court of Brazil, which is a combination of the French Cour de Cassation and Conseil d'État, has said yes, replied affirmatively in more than one case, that there is a right to good, and not just implementation, but good implementation of environmental laws. And my very last question, and I am 1 minute beyond my time, I apologize for that. My very last question is whether, now, not looking at the judiciary, but looking at the legislators, is there within the environmental rule of law concept a right to have rights? In other words, is there a right to have environmental rights? And environmental rights that can be implemented. And for that, I don't have an answer yet. Many thanks. Many thanks to you, Justice Antonio, for this particularly striking remarks, and thank you for sharing with such generosity and commitment your high level of expertise and understanding and insights from all angles when it comes to those important issues. It is much appreciated. I also wanted to extend our deep appreciation for connecting to this event so early in the day for you, and express our regret that unfortunately you could not be in Paris to take part in the event in person, but that is much appreciated that you have taken the time with such a generosity to share your insights and further develop the context of our meeting over the next 2 days. Thank you very much, Justice Antonio.